Merci beaucoup, Jamel. On achève cette semaine notre série d'entretiens avec les candidats à la présidence de la République. Et je reçois ce soir François Asselineau. Bonsoir. Vous représentez l'Union populaire républicaine. On a parfois du mal à vous situer sur l'échiquier politique. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur qui donne les étiquettes vous a dit ni de droite ni de gauche. Vous vous définissez comment? Oui, c'est ça. Ni de droite ni de gauche, ça vous va? Oui. Un peu comme Emmanuel Macron. Oui, mais vous savez la différence entre moi et M. Macron? Non, dites-moi. M. Macron, quand il va voir des socialistes, il dit « je suis socialiste ». Quand il est reçu par Philippe de Villiers au Puy du Fou, il dit « j'ai jamais été socialiste ». Voilà. C'est-à-dire que M. Macron, c'est un caméléon qui prend la couleur de l'endroit où il est. Voilà. Je rappelle quand même que vous avez été directeur de cabinet dans des gouvernements de droite. Oui, c'est exact. Mais moi, aujourd'hui, je dis la même chose à tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que je vais voir des gens de droite, du centre, de gauche, je dis toujours la même chose à tout le monde. Alors que M. Macron, il faudrait le mettre sur un tissu écossais, là, parce qu'un caméléon sur un tissu écossais, c'est comme ça qu'on le coince. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. On va voir les grandes lignes de votre programme en 1 minute. Et évidemment, on en parle juste après. Sujet Alexandra Usan. Regardez. Je dis qu'il faut sortir de l'Union européenne et de l'euro de façon sereine en utilisant un article, l'article 50 du traité de l'Union européenne, exactement ce que font les Britanniques en ce moment même. Il le dit et le martèle à chacune de ses apparitions. François Asselineau veut sortir de l'Union européenne et de l'euro. Il se présente comme le candidat du Frexit. Si nous n'en sortons pas, la France va continuer toujours et encore les mêmes politiques que celles que nous menons depuis 25 ans, qui ont fait de l'Union européenne et de la zone euro la zone de plus faible croissance au niveau planétaire. Autre ennemi du candidat, l'impérialisme américain. Et un modèle, Charles de Gaulle. Selon lui, la France est devenue un pays satellite de Washington. C'est pour cette raison qu'il veut faire sortir la France de l'OTAN. Autre temps fort de son programme, les nationalisations. Tout un pan de l'économie française resterait dans le giron de l'État. EDF, GDF, la SNCF, la Poste, les réseaux d'autoroutes, les concessions de services publics en matière de concessions d'eau. Enfin, sur le nucléaire, la dette publique et la politique migratoire, François Asselineau ne se positionne pas et préfère mettre en place des référendums. Alors on l'a bien compris maintenant, vous êtes le candidat du Frexit. Vous dites il faut sortir de l'euro sereinement. Mais franchement, ce sera tout sauf une promenade de santé. Quand on sait que les Français y sont majoritairement opposés et quand on sait aussi que la plupart des dirigeants des banques françaises disent si on sort de l'euro, on court à la catastrophe. Vous dites quoi ce soir? Alors d'abord, premièrement, les Français, on leur a jamais demandé leur avis. Sondage. Oui, les sondages. Bon, deuxièmement, non, les sondages, ça va. Deuxièmement, normalement, la question de l'euro aurait dû dominer cette élection présidentielle. Et je suis quasiment le seul à en parler régulièrement. Parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas aux Français, c'est que l'euro est en train d'exploser. Je prends rendez-vous ici avec les téléspectateurs. Si par malheur, je ne suis pas élu président de la République et que l'on a des gens qui restent dans l'euro, vous allez voir ce qui va se passer dans les mois et les semestres qui viennent. En réalité, l'euro est en train d'exploser parce que l'évolution de la compétitivité de l'économie allemande est beaucoup plus rapide que dans les pays du Sud, à commencer par la France. On assiste à une montée constante de capitaux des pays du Sud vers l'Allemagne. Le dernier chiffre de la Bundesbank, 829 milliards d'euros sont allés se réfugier en Allemagne. Depuis maintenant le début de la divergence, c'est plus qu'au moment de la crise en Grèce. Le gouvernement allemand est le premier à être très inquiet de la suite des événements. Alors vous dites le retour au franc va nous permettre de créer entre 1 et 2 millions d'emplois. Oui. Comment faites-vous? Le retour au franc, d'abord, le franc perdra sans doute 5 à 10% par rapport au cours pivot vis-à-vis du dollar. Ça renchérira le prix des importations, c'est exact. Mais les exportations vont d'un seul coup connaître un boom formidable. Pas seulement les exportations. Le prix en France va être un petit peu meilleur marché. On verra donc des investisseurs qui viendront. C'est exactement le schéma qui se passe en ce moment au Royaume-Uni. La livre sterling a perdu 10%. Et si ceci est joint avec un contrôle des mouvements de capitaux, on peut espérer 1,5 à 2 millions de chômeurs de catégorie A en moins en 2 ans. En tout cas, j'en prends l'engagement. Ce que je voudrais dire aux gens qui m'écoutent, c'est que est-ce qu'ils croient vraiment que c'est en recommençant les mêmes politiques que celles que nous menons depuis 15 ans que l'on va avoir une solution? 1 million de chômeurs en plus avec Sarkozy, 1 million de chômeurs en plus avec Hollande. Parce que ça va être encore la même histoire. On va dire, voilà, il faut faire la politique de rigueur, il faut diminuer ci, il faut diminuer ça, il faut tailler dans les droits sociaux. Et alors? C'est ce que l'on constate depuis maintenant
10 ans, 15 ans. Et aucun résultat. Alors, juste une question concrète pour que les téléspectateurs comprennent bien votre raisonnement. Si on revient au franc, est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'argent qu'on a en banque, notre patrimoine immobilier, perde de la valeur avec le retour au franc? Non. D'abord, ce n'est pas un retour au franc, c'est un nouveau franc qui n'aura plus la même valeur que celui qu'on avait quitté. Puisque là, je ferai 1 euro égale 1 franc. Alors que vous vous rappelez, à l'origine, c'était 6 francs 55. Donc ça sera 1 euro égale 1 franc. Et ce franc se dépréciera légèrement par rapport à l'euro. D'ailleurs, l'euro restant ne sera pas le même puisque la France sera sortie. Mais moi, je suis un Français. Moi, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai de l'assurance vie, j'ai un patrimoine immobilier. Je serai le premier concerné par ce que je dis. Je peux prendre ici l'engagement que les dettes et les emprunts ne bougeront absolument pas. Pas plus d'ailleurs que le patrimoine immobilier. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans la mesure où on va relancer la croissance, faire baisser le taux de chômage, on va voir avoir des ressources fiscales supplémentaires pour l'État. On va donc voir se diminuer le déficit public et on verra une relance de la croissance qui fait qu'au bout de 2 ou 3 ans, on aura une nouvelle augmentation du niveau de vie des Français. Et tout ce que je dis là, je ne le sors pas d'un chapeau. Il y a une étude très fine qui avait été faite par la Fondation Res Publica en 2013. J'y renvoie les téléspectateurs. Rapidement, pour en terminer sur ce thème, les billets en francs, les nouveaux billets en francs sont prêts ? Alors, s'ils ne sont pas prêts, on pourra les... Vous savez comment ça se passe. On a déjà vu ça, les tamponner avec un coup de tampon, le temps d'en fabriquer de nouveau. De toute façon, on pourra très bien convenir avec nos partenaires que la sortie de l'euro se fera dans 6 mois. Il suffira, par exemple, à ce moment-là, ou dans 3 mois, il suffira, par exemple, de rétablir le contrôle des mouvements de capitaux, le temps que la France sorte de l'Union européenne et de l'euro. Mais vous savez, contrairement à ce que certains peuvent penser, c'est faire preuve de responsabilité. Dire ce que je dis, parce que je n'ai pas le temps d'ici d'entrer dans les détails techniques. Mais si nous restons dans l'euro, et si un pays comme l'Italie sort brutalement de l'euro, on risque, nous, d'avoir des dizaines de milliards d'euros de pertes pour éponger le solde de l'Italie. Alors dans cette campagne, on vous a surnommé le roi des articles, parce que vous maîtrisez les textes juridiques. On en a eu un aperçu lors du débat. On regarde ce petit sujet sous forme de clin d'œil et puis on en parle juste après. L'article 106, l'article 63, l'article 42. Alors je sais évidemment, on me brocarde parce que je cite souvent des articles des traités, mais c'est quand même un peu singulier de brocarder quelqu'un parce qu'il connaît ses dossiers. Par la mise en œuvre de l'article 50 du traité de l'Union européenne, en utilisant un article, l'article 50 du traité de l'Union européenne, dans le cadre du chapitre 7 de la charte. Depuis la Magna Carta de 1215, ensuite suivi par l'Habeas Corpus. L'article 5 de la Constitution, l'article 5 de notre Constitution, l'article de la Constitution numéro 5, que le président de la République, d'après notre Constitution, d'après l'article 5, est le garant de l'indépendance nationale. Que dit l'article 52 de la Constitution? Vous ne savez pas? Alors là, c'est important pourtant, hein, François Asselineau. Pardon, mais le président de la République négocie et ratifie les traités. Oui. François Asselineau, pourquoi cette obsession des articles de la Constitution et des traités européens? Une obsession? C'est pas une obsession, c'est que je connais les dossiers. Le devoir du président de la République, c'est justement de veiller au respect de la Constitution. S'il ne connaît pas la Constitution, ça commence déjà mal. Son devoir, c'est également d'être le garant du respect des traités. S'il ne connaît pas les traités, c'est encore pire. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que on me présente évidemment de façon comique. Mais il faut quand même bien savoir que c'est parce que j'énonce ces traités et que ces articles et que les gens qui m'écoutent, qui vont sur Internet, qui vont voir mes conférences, qui vont ensuite se renseigner, découvrent que je dis la vérité. Et j'explique, moi, pourquoi nous avons toujours les mêmes politiques et pourquoi des politiques s'appliquent en France. Parce que les traités, c'est comme un contrat. Les Français comprennent très bien ce que c'est qu'un contrat de travail, ou un contrat d'achat, ou un contrat de location d'un appartement. Ils ont donc tout à fait intérêt, au moment où ils signent un contrat de travail, à regarder minutieusement ce qu'on leur fait signer. Eh bien, moi, j'explique aux Français que tant qu'ils n'auront pas regardé très minutieusement les traités qu'on leur a fait signer, ils ne comprendront pas la situation politique française. Et en particulier,
la gravité de la situation, c'est que un certain nombre d'autres candidats font des promesses, des promesses, des promesses. Ces promesses sont contraires au traité. Une fois que la fête sera finie, le 7 mai au soir, le président de la République, si ça n'est pas moi, qui va s'installer à l'Élysée, il verra d'un seul coup que toutes les promesses qu'il a faites aux Français, il ne peut pas les tenir. Et les Français, dans 3 mois ou dans 6 mois, diront « c'est un scandale, je me suis encore fait avoir ». Les Français en ont assez de se faire avoir à chaque élection. C'est la raison pour laquelle ils doivent voter pour quelqu'un de fiable, de compétent et de sérieux, exactement comme un notaire de famille qui les met en garde ou comme un avocat qui les met en garde pour leur bien. Alors justement, vous évoquez les textes européens qui, selon vous, nous poussent à libéraliser, privatiser des pans de notre économie. Vous êtes pour renationaliser certains services publics? Les grands services publics à la française, il s'agit d'ailleurs, la plupart que je mentionne sont déjà nationalisés. EDF, GDF, La Poste, la SNCF sont encore pour une large part en main nationale. Je veux arrêter... C'était l'idée de François Mitterrand en 81, c'est comparable? Non, parce que Mitterrand était allé beaucoup plus loin. Il avait privatisé l'ensemble des banques, ce que je ne propose pas. Nationalisé, excusez-moi, l'ensemble des banques, ce que je ne propose pas. Il avait nationalisé toute une série d'industries, ce que je ne propose pas non plus. La plupart des sociétés que je veux renationaliser ou inscrire dans la Constitution comme non privatisables étaient déjà nationalisées à l'époque. Moi, je veux maintenir les grands services publics à la française parce que ce que cherchent les Français, c'est un chef d'État qui assure la justice et l'égalité sociale entre les Français. Et c'est de ça qu'ils ont besoin. Moi, vous savez, depuis 10 ans que je parcours la France, j'ai dû faire quelque chose comme 500 conférences. J'ai rencontré des Français de tous les horizons, de droite, du centre, de gauche. Je n'ai jamais vu un Français qui me dise « Moi, monsieur, ce que je veux, c'est qu'on ferme la poste que j'ai dans mon petit village rural, ou bien c'est qu'on privatise la SNCF, ça n'existe pas. Eh bien moi, je veux respecter le souhait profond des Français. » Note un petit peu plus légère pour terminer, votre notoriété a explosé après le débat. Vous avez dit, le lendemain de ce débat, j'avais l'impression d'être Madonna. Vous avez le sentiment d'avoir changé de statut dans cette campagne? Oui, écoutez, il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui s'adressent à moi tous les jours, dans la rue, sans arrêt. Je signale d'ailleurs que notre mouvement politique vient de franchir aujourd'hui même les 25 000 adhérents. Nous avons 10 000 adhérents de plus par rapport au 1er janvier. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 10 000 adhérents, c'est à peu près le nombre d'adhérents qu'il y a au Front de gauche, je crois. Notre mouvement est en train de devenir le 4e mouvement politique français en nombre d'adhérents. Il y a bien une raison pour ça. Et vous savez, je crois bien que je vais faire beaucoup mentir les sondages le soir du premier tour. Eh bien écoutez, on verra ça dimanche. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Info. On a un rendez-vous quotidien sur notre chaîne, l'actualité ultramarine, Outre-mer Express.